Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau plateau de TV Sian avec comme sujet l'industrialisation du process de fabrication additive. Pour en parler avec nous, Jonathan Bensaïd, directeur de Prismad, François Bonjour, directeur des ventes Europe chez Tecna et Arnaud Evrard pour les affaires industrielles de chez Airbus. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, avant d'entamer la discussion, on va essayer de vous connaître un peu. On va commencer avec vous, Jonathan Bensaïd, directeur de Prismad. Prismad, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Alors Prismad est une entreprise spécialisée dans la fabrication additive de métaux durs. Donc principalement sur le site de Montauban, on fait du titane et de l'inconel pour l'aéronautique en grande majorité. Et nous avons eu la chance il y a maintenant 1 an d'être les premiers fournisseurs européens awardés par Airbus dans le cadre de l'appel d'offres qu'ils ont lancé sur la fabrication additive de pièces en titane pour l'A350. Grosse structure sur Montauban? Combien vous êtes? Pour la fabrication additive, c'est une assez grosse structure, sachant qu'on fait partie d'un plus gros groupe qui s'appelle We Are Aerospace, qui compte 1000 employés à peu près, pour un chiffre d'affaires aux alentours de 120 millions d'euros. François Bonjour, directeur des ventes Europe de chez Tecna. Pareil, Tecna, qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Tecna, on est donc un producteur à la fois de systèmes pour la production des poudres et on produit les poudres sphériques par un procédé plasma. Je ne rentrerai pas plus dans le détail aujourd'hui. Oui. On fournit des poudres de tailles différentes pour toutes les activités de la fabrication additive. Vous êtes basé où? Alors le siège est basé au Canada, oui, et le siège européen est à Mâcon. Très bien. Arnaud Evrard, les affaires industrielles de chez Airbus. On définit un peu le poste. Oui, parce qu'Airbus, je pense que tout le monde connaît, c'est home, surtout dans la région. Donc je travaille aux affaires industrielles, on est là pour accompagner l'ensemble de la filière industrielle française à se positionner par rapport aux objectifs d'Airbus, du procurement en particulier. Et en particulier dans les affaires industrielles, je m'occupe aussi de la fabrication additive et d'accompagner cette nouvelle technologie à l'intérieur de l'ensemble de notre filière industrielle. Alors voilà, effectivement, la thématique c'est ça, industrialisation du process de fabrication additive. C'est des mots certes pas compliqués, mais qui font beaucoup plus joli que dire les imprimantes 3D finalement. Mais les imprimantes 3D que nous connaissons tous, c'est dans les Fab Labs, on les retrouve un peu dans certaines entreprises, ça reste très artisanal, et là vraiment on est dans un processus d'industrialisation, tout simplement. Qui veut commencer? Comment ça se passe? Peut-être que je peux prendre la parole en premier par rapport aux besoins du donneur d'ordre final que je représente aujourd'hui. En réalité, la fabrication additive, comme vous l'avez dit, c'est historiquement quelque chose qui existe depuis très longtemps, 1980. Et puis finalement, le besoin de l'industrie aéronautique, toujours certifié, toujours qualifié, qui a besoin d'un processus très industriel. Et c'est d'ailleurs l'atout, et c'est pour ça aussi que Prismad a été awardé à l'époque. C'est parce qu'ils avaient cette vision d'un processus industriel à mettre en place au service de l'aéronautique. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on a cette problématique de définir le processus, de le qualifier, et on est encore dans l'accompagnement de notre filière. Par rapport à ça, on a aujourd'hui 5 entreprises qui ont été sélectionnées pour nous accompagner, et on est dans la mouvance en ce moment de l'accompagnement, de la certification et de la qualification. Et donc je pense que Jonathan peut reprendre là-dessus pour dire un petit peu où ils en sont en tant qu'industriel, puisqu'il a la vision encore plus précise que je ne peux l'avoir. Oui. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est encore dans les prémices de cette arrivée du 3D printing. Pourquoi? Parce qu'on est sur des pièces qui sont à ISO standard et à ISO design. Et donc une complexité à trouver un business case positif. Oui. Et demain, bien sûr, il faut préparer l'ensemble de la supply chain à l'arrivée d'une modification de design qui sera adaptée à cette technologie. Et une fois qu'on aura ces technologies avec l'adaptation du design, là, on pourra adresser encore plus de marchés. Voilà. Jonathan Bensaïd, de chez Prismad. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vient de dire Arnaud qui sont très vraies, bien sûr. La première, c'est que pour passer justement, ce que vous aviez noté tout à l'heure, c'est qu'on parlait de fabrication additive avec les Fab Labs. Donc, les Fab Labs, c'est à la portée de tout le monde. C'est que pour un particulier d'aller dans un Fab Lab et essayer de reproduire soit un design, soit quelque chose dont il a besoin chez lui, par exemple un capot de moule à gaufre, des choses comme ça, c'est des choses qui sont une petite pièce ou n'importe quoi, c'est des choses qui sont accessibles, principalement en plastique, bien sûr, mais qui n'ont pas une portée à être industrialisées. Quand on parle d'industrialisation, on va parler de série derrière, donc de répétabilité du process, et s'assurer que la première pièce qu'on va faire, comme la dernière pièce qu'on va réaliser, ait les mêmes exigences de qualité, les mêmes exigences, qu'elles soient mécaniques, qu'elles soient de résistance à la fatigue et tout ça. On parle quand même de pièces qu'on va monter sur des avions qui transportent des millions d'utilisateurs par an. Donc on avait quand même une exigence et de qualité, de comprendre le process, de maîtriser le process
et de qualifier avec l'accompagnement d'Airbus, parce que toute cette épreuve de qualification que l'on a depuis un an, c'est un partenariat très fort qu'il y a avec Airbus de comment nous allons réaliser nos pièces, leur retour d'expérience sur qu'est-ce qu'ils pensent qu'on devrait faire, qu'est-ce que nous on pense qu'on devrait faire, et à partir de là on a monté vraiment en partenariat avec Airbus toute une qualification autour de la fabrication additive pour le titane pour l'instant et peut-être demain pour d'autres matériaux. Donc on est, quand on parle d'industrialisation, on parle vraiment d'essayer de rentrer dans une phase de production série qui est bien différente que ce soit des Fab Labs ou du prototypage tel qu'on peut le voir dans beaucoup d'usines de fabrication additive. Arnaud ? Et pour ajouter au propos, je pense qu'il ne faut pas oublier justement l'intégration verticale, la chaîne de valeur. Et donc justement, je pense que Monsieur Bonjour rajoutera. Et il est clair qu'aujourd'hui, l'objectif d'Airbus, c'est pas de s'arrêter uniquement au partenariat que l'on a mis en place avec Prismad. Il y a toute une chaîne de valeur à regarder, ce qui complexifie d'autant plus, puisque on sait très bien quand il y a plus d'acteurs, c'est toujours plus compliqué de trouver les réponses et d'accompagner. Et donc voilà, il y a toute cette chaîne de valeur qu'il faut bien prendre en considération. François, bonjour, chez Tekna. Vous êtes parti directement dans la fabrication additive ou alors vous êtes passé aussi par un côté peut-être artisanat qu'il a fallu développer. Comment vous avez appréhendé ça ? Nous, la société existe depuis 1990. On est un spin-off d'université à l'origine et notre premier savoir-faire, c'était la fabrication de torches plasma. D'accord. Et au fur et à mesure du temps, on a commencé à comprendre le marché et à se dire la poudre peut être, par la technologie de nos machines, un débouché intéressant et un développement majeur. Et on anticipe de gros développements de cette activité. C'est pour ça qu'on augmente très régulièrement notre capacité de production en poudre, aujourd'hui majoritairement en titane, mais demain vers d'autres alliages, de manière à répondre aux besoins de l'aéronautique, qui est un gros marché aujourd'hui, aussi du médical et aussi d'autres marchés qui sont demandeurs. Médical, loisirs, les bateaux, les voiliers, enfin je veux dire, exactement, le composite un peu partout. Alors, une question générale pour tous. Pour faire simple, avant, quand on était dans l'industrie, on prenait une grosse pièce et on creusait dedans, on enlevait. Aujourd'hui, c'est ça, la fabrication additive, on met des choses dessus. La question c'est pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Qui veut ? Répond qui veut. Oui, Jonathan, parce que c'est le cœur même de notre business case à nous. C'est aussi quand on va mettre la matière juste à l'endroit où on en a besoin. On va en consommer moins que si on l'enlève partout où on n'en a pas besoin. Donc en fait, il y a un ratio qui est entre la matière qui va être achetée dès le départ et la matière qui va voler sur l'avion. Savoir que sur certaines pièces chez Airbus, par exemple, on peut aller un ratio qui va être, on va acheter 50 kg de matière, mais par les opérations d'usinage successives qui vont arriver, on va arriver à n'en utiliser que 20, voire moins. Voilà. Donc quand vous achetez 50 kg de titane au prix du titane et qu'au final, il n'y a que 20 kg qui volent, on se pose la question de savoir comment on peut faire pour améliorer ce ratio-là. Et c'est là qu'intervient la fabrication additive, c'est de juste mettre la matière pile où on en a besoin. Arnaud, je pense que Jonathan est un peu généreux. Le ratio buy to fly aujourd'hui, il est plus alentour de 80-20, c'est-à-dire qu'on achète 100% de matière. On perd 80% de matière. On perd à peu près 80% de matière. Ah oui. Donc c'était pas à moi de le dire ça. Forcément, aujourd'hui, dans ce contexte-là, on a un réel intérêt à regarder cette technologie pour sauver de la matière, bien entendu, sauver du process, sauver du coût machine, mais par derrière, il ne faut pas oublier que la fabrication additive, ce n'est pas un remplacement de la technologie actuelle. Les usineurs seront toujours nécessaires parce qu'il y a du parachèvement à faire, il y a du traitement de surface à faire. Et donc l'ensemble de la filière que l'on connaît aujourd'hui sera transformée avec cette technologie. Par contre, il y a un réel intérêt écologique parce qu'on consomme moins forcément et puis surtout monétaire puisque le ratio buy to fly on essaie de l'améliorer. Bien sûr. François, bonjour, vous avez commencé à l'aborder. Ces matériaux composites, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ira finalement, on peut savoir un peu ou alors il y a des choses que... Alors, sur le marché aujourd'hui, il existe des poudres métalliques et d'autres nuances plastiques qui couvrent un certain nombre de choses. Chez Tekna, on s'est centré aujourd'hui principalement sur le titane et il y a des choses qui sont en cours d'industrialisation. Quand vous dites on s'est centré sur le titane, vous fabriquez du titane ? On fabrique de la poudre de titane. Ah oui. On a un procédé propre qui nous différencie d'un certain nombre d'acteurs du marché.
qui fait que nos poudres sont plus sphériques et que Parlez bien dans le micro. Des gens comme Prismad préfèrent nos poudres à celles d'autres. J'ai cru comprendre que Airbus n'était pas complètement insensible à notre charme aussi. Tant mieux. C'est toujours bien de plaire à Airbus. Hein. Mais bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou aller à la chasse à l'ours avant d'avoir vendu sa peau, comme on veut. Plus sérieusement, aujourd'hui, on s'est centré sur le métal d'aujourd'hui, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, tous les acteurs disent que le titane est le métal d'aujourd'hui en fabrication additive, mais les besoins et les contraintes, que ce soit de poids, en particulier dans l'aéronautique, ou autre pour d'autres secteurs d'activité, font qu'il y aura nécessairement des développements sur d'autres nuances de métal. Et là, on travaille avec un certain nombre de partenaires pour développer des choses et pour répondre aux besoins de nos clients, parce que c'est toujours là-dessus qu'on se centre. Est-ce que vous diriez que cette industrialisation du process de fabrication additive est aujourd'hui mature? Parce que c'est tout jeune, ça a combien? Une dizaine d'années? Quinzaine d'années? Une vingtaine d'années. Vingtaine d'années quand même? Mature, cette industrialisation? Si on parle de l'industrialisation au sens propre de la technologie, elle devient mature. C'est-à-dire qu'il a quand même fallu passer par pas mal d'étapes et de R&D pour arriver, encore une fois, on parle de pièces qui volent sur les avions civils, donc c'est pas... les technologies de tour et de fraisage sont les technologies qui sont anciennes, la fonderie aussi. La fonderie présentait des défauts, elle en présente toujours et pourtant c'est pas rédhibitoire pour l'utilisation de ces pièces-là. Donc elle est mature, elle le devient de plus en plus, mais on a aussi une exigence de qualité derrière qui va faire qu'on va toujours essayer de sécuriser de plus en plus nos pièces et d'être garant de la sécurité pour que l'utilisateur final, qui va être dans un premier temps Airbus, mais aussi les passagers comme vous et moi qui vont prendre l'avion, soient complètement sécurisés sur ces pièces-là. Vaut mieux qu'on soit en confiance. François, industrie mature? Alors, qu'est-ce que ça veut dire mature? Est-ce que le fait de mettre en fusion du métal pour faire des pièces, oui, c'est mature. Après, si on passe à l'étape suivante qui est la production industrielle de pièces, on n'en est pas encore là. D'accord. Pour un certain nombre de limites. Qui sont liées aux différents aspects de la production aujourd'hui de pièces. Vous avez, pour faire une pièce, il faut d'abord une machine d'impression, un software pour guider le laser ou le canon à électrons, de la poudre, derrière un certain nombre d'étapes complémentaires. Et aujourd'hui, pour faire ça à grande échelle, je pense que les gens d'Airbus auront une vision encore plus claire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on met des pièces sur du 350, on n'en met pas encore sur du 320. Et le 320, c'est la vraie version industrielle des choses. Arnaud Évrard, là-dessus. On est d'accord, bien que le 350 monte en cadence fortement, et donc il faut aussi savoir se tenir à ces nouvelles cadences qui seront non négligeables dans les prochaines années. Quoi qu'il en soit, pour rajouter un petit bémol à ce qui est dit finalement, l'aéronautique, qui est une des industries qui peut être le fer de lance de l'industrie de la fabrication additive. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a d'autres industriels qui utilisent déjà la fabrication additive industriellement. Michelin en fait partie, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils portent un gros projet de développement de fabrication additive, où ils ont aujourd'hui réussi à industrialiser un process qui est très spécifique sur les moules de pneus, pour être précis, et donc ce process ils l'ont déjà rendu industriel. Maintenant, nous on a des contraintes, parce que là c'est sur un moule, donc sur de l'outillage, et donc forcément on prend aucun risque, à part que le pneu il ait une petite modification, le risque n'est pas vraiment avéré. Par contre sur l'aéronautique, qui a un besoin sécuritaire très fort, là forcément on est encore assez loin de l'industrialisation qu'on peut entendre dans le mot industrialisation. D'accord. Alors, dernière chose, c'est sur l'emploi. Est-ce que cette industrialisation crée des nouveaux emplois, des reconversions, des nouvelles formations? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles en termes d'emploi? Est-ce que ça va créer des emplois? Je ne vous demande pas des chiffres, je vous demande une vision. La vision donneur d'ordre, pour le coup, je sais que Madeli est en train de travailler justement sur une future analyse des besoins en formation par rapport à cette technologie. Ce qu'il faut voir, c'est que Prismad a grossi depuis 2 ans, et donc forcément, bien sûr, ça crée de l'emploi.
sans forcément en tuer ailleurs. Hein. C'est bien comme ça c'est pour ça que c'est intéressant. Il faut le retenir. Et chez Airbus, on a déjà aujourd'hui plus d'une cinquantaine de collaborateurs qui travaillent autour de l'additive manufacturing. Jonathan, l'emploi. Oui, ça crée de l'emploi. Notre site en est la preuve, puisque à la base, il y avait 2 ingénieurs qui étaient sur le site, et maintenant on est une quinzaine de personnes à occuper, pas forcément d'ailleurs que des postes d'ingénieurs, mais aussi des postes de managers, de qualiticiens. La qualité est aussi une étape très, très importante. On a beaucoup de normes, l'ISO, le N, qui nous sont demandés par les donneurs d'ordre. Donc ça crée de l'emploi. Maintenant, on va avoir toujours le même problème qu'on entend assez souvent, ça va être un problème de formation. C'est qu'il n'y a pas encore de filière qui soit parfaitement créée pour la formation des différents postes qui sont disponibles dans la fabrication additive, tout simplement parce que c'est une filière qui est encore assez jeune. Les débouchés sont certes énormes, mais les ingénieurs, moi mes ingénieurs, la moyenne d'âge de mes ingénieurs est aux alentours de 26-27 ans, donc ils sont très jeunes. Ils n'ont pas forcément appris la fabrication additive à l'école. Et là, on commence à avoir des personnes qui se spécialisent, qui ont des modules de spécialisation pour la fabrication additive, mais on n'a pas une filière additive qui soit complètement intégrée à ce niveau-là. Donc on peut parler d'industrialisation pour nous, mais il y a aussi un besoin de formation derrière. François, là-dessus ? Nous, on a des projets d'augmentation encore de notre capacité de production qui génèrent à la fois dans la fabrication de nos systèmes qui permettent de produire la poudre et la production de poudre elle-même, des développements, puisque le but dans les 18 mois qui viennent, c'est de doubler notre capacité encore de production de poudre. Messieurs, je vous remercie. Donc la fabrication additive, c'est l'imprimante 3D apparemment. Ça a un bel avenir. Merci. Merci.